Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du prix Nobel de littérature alternative qui va être remis demain, vendredi 12 octobre 2018 à midi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'annulation pour l'année 2018 du prix Nobel de littérature qui est en fait reporté à l'année 2019. Il y aura donc 2 prix Nobel de littérature l'année prochaine, mais cela est dû à l'arrestation en fait d'un des membres du jury du prix Nobel qui a été accusé d'agression sexuelle sur des femmes. Mais l'affaire a fait du bruit et est assez scandaleuse. Heureusement, suite à cette annulation, des dizaines de bibliothécaires suédois ont sauté sur l'occasion pour créer la nouvelle académie et pour remettre cette année un prix Nobel de littérature alternatif. Le but de ce prix Nobel alternatif, c'est de montrer que la littérature peut être offensive, en l'occurrence elle est aussi défensive, aller contre l'oppression et porter des choix politiques. Tous les bibliothécaires suédois qui sont à l'origine de ce prix ont voulu créer un prix qui soit paritaire, qui soit international, qui soit synonyme d'empathie, qui soit inclusif et qui soit démocratique. Des dizaines et des dizaines de bibliothécaires ont donc fait une sélection d'auteurs qui viennent de tous les pays, de toutes les littératures et qui sont à la fois des hommes et des femmes, les ont soumis au vote du public pendant plusieurs semaines. Pour ma part, j'avais voté David Lévitan, je crois, mais il y avait aussi des auteurs français, il y avait aussi J.K. Rowling, il y avait plein d'auteurs différents et tous plus méritants les uns que les autres de ce prix Nobel alternatif. 4 finalistes ont été sélectionnés, il n'en reste plus que 3 parce que dans les 4 finalistes il y avait 2 hommes et 2 femmes, c'était un choix du jury. Et il y avait donc dedans Maryse Condé, une autrice française que je connais pas du tout, c'est-à-dire que je l'ai jamais lue et c'est une tare. Neil Gaiman, un auteur américain, anglais, oulala, peut-être que je dis des grosses bêtises, de littérature de l'imaginaire notamment, j'ai lu seulement Coraline et L'étrange vie de Nobody Owens en jeunesse il y a des années que j'avais adoré, mais je suis clairement pas un connaisseur de cet auteur et ça aussi c'est une tare. Il y avait aussi Haruki Murakami, un auteur japonais de littérature que vous connaissez sans doute au moins de nom, qui a l'air d'être un très grand auteur et que encore une fois je n'ai jamais lu et c'est encore une fois une tare, mais celui-ci s'est retiré des finalistes. Semble-t-il pour s'extraire de la scène médiatique et se concentrer sur l'écriture. Mais il y a aussi des rumeurs, en tout cas des suppositions qui disent que comme Haruki Murakami est un peu favori, en tout cas pressenti pour le prix Nobel depuis des années, il se réserverait pour peut-être avoir le prix Nobel l'année prochaine, le vrai prix Nobel de littérature. Mais bon, on ne sait pas. Et la 4e finaliste en laquelle je portais beaucoup d'espoir et je suis vraiment extrêmement ravi qu'elle soit dans cette sélection et dans ces finalistes et j'espère vraiment qu'elle va recevoir le prix Nobel de littérature alternative. C'est Kim Thuy et c'est le sujet de cette vidéo. J'ai découvert Kim Thuy en 2013 lorsque j'ai été juré avec 9 autres jeunes lecteurs du prix Étonnant Voyageur Ouest France. C'est dans cette sélection que j'avais découvert Kim Thuy avec son 3e roman et son 4e ou 5e livre, Man, que je n'ai pas ici, dont je ne me rappelle pas et que j'ai donc lu il y a fort longtemps, mais qui m'avait laissé un fort souvenir et qui avait été pour moi l'entrée dans l'œuvre de Kim Thuy et une véritable découverte littéraire. Mais la question que vous vous posez sans doute, et avant d'aller plus loin je vais devoir y répondre, c'est qui est Kim Thuy ? Kim Thuy, c'est avant tout une femme d'origine vietnamienne et vous allez comprendre que cela a son importance pour vous parler de son œuvre. Elle est née en 1968 au Vietnam, c'était en plein pendant la guerre du Vietnam et 10 ans après, avec sa famille, elle a été forcée de quitter son pays avec d'autres boat people, c'était tous les Vietnamiens qui quittaient le pays à travers des bateaux pour traverser la mer, enfin même pouvoir traverser l'océan et aller en fait s'exiler ailleurs, à commencer par des camps. S'exiler d'un pays à cause d'une guerre, traverser la mer et aller chercher un refuge ailleurs, est-ce que ça vous rappellerait pas des choses qui se passent près de chez nous aujourd'hui ? Elle a donc quitté le Vietnam avec sa famille et s'est retrouvée pendant quelques mois dans un camp en Malaisie qui était prévu pour 200 personnes mais qui accueillait pas moins de 2000 personnes et dans laquelle les conditions de vie étaient donc déplorables. Avant de finir par atterrir à Granby au Canada, donc quelques mois plus tard, où elle a été accueillie au même titre que tous les Vietnamiens qui immigraient au Canada, les bras grands ouverts par les Canadiens. Elle a ensuite exercé plusieurs métiers, a commencé, si je ne m'abuse, par les métiers de traductrice, d'interprète et d'avocate. Elle a aussi été dans la restauration, elle a été chroniqueuse à la radio, si je ne m'abuse, avant de finir par devenir autrice. En
en achevant son premier roman Rue, qui a été un succès immense d'abord au Québec puis dans le monde entier. Traduit dans plus de 25 langues, récompensé par de nombreux prix et certains très prestigieux, ça a été le début fulgurant d'une très belle carrière pour cette autrice canadienne qui était promise à un bel avenir dans le monde de la littérature et parce qu'elle le méritait. On se rend compte très vite dans ses livres la dimension personnelle qu'a son œuvre, sa biographie est très importante. On le retrouve notamment dans son premier roman Rue qui est écrit sous forme de souvenirs qu'une jeune fille réunit et parse des souvenirs sans aucune chronologie qui sont éclatés dans le livre sous forme de chapitres courts. On tient sans doute dans sa vie aussi les clés de son écriture et les clés de la personne qu'elle est, parce que pour avoir rencontré Kim Thuy en 2013, pour l'avoir revu au salon Lire en Poche en 2017 et pour l'avoir finalement reçu quand je travaillais en librairie au début de l'année 2018, je peux vous assurer que c'est une femme d'une grande générosité, tant par ce qu'elle transmet en termes littéraires et intellectuels que par sa chaleur, sa gentillesse et les émotions qu'elle transmet à son public quand elle raconte des choses. Je n'ai pas tout lu ou relu de Kim Thuy parce qu'après son premier roman Rue, elle a publié d'autres romans, notamment Man dont je vous parlais, mais aussi Vie il y a quelques années. Elle a également coécrit un livre sur l'autisme dont est victime son fils, mais qu'elle arrive à combattre chaque jour pour se rapprocher de son fils et pour l'aider à affronter au mieux le monde qui l'entoure en fait. Et elle a aussi écrit un livre avec un autre auteur dont j'ai oublié le nom, mais dont je mettrai bien sûr le nom en barre d'infos. Un auteur franco-suisse qui a été s'installer en Palestine et ils ont écrit en fait tous les deux un bouquin de correspondance, de méditation, de lettres sur l'exil, sur le voyage, sur les différences culturelles. Mais cette vidéo n'a pas du tout pour but d'être exhaustive, pour but d'écrire de manière objective et complète Kim Thuy et son œuvre. C'est vraiment une vidéo qui a pour but de vous montrer, moi, l'amour et l'admiration que j'ai pour l'œuvre de Kim Thuy, les raisons pour lesquelles je pense qu'elle pourrait obtenir ce prix Nobel alternatif de littérature, et je vais du coup m'appuyer sur les 2 derniers livres que j'ai lus d'elle pour rattraper un peu mon retard de cette autrice, à savoir Rue, que je n'avais donc pas lu avant de lire Man, et le dernier roman d'elle qui est paru, Vie. Et la parution de ce dernier roman, Vie, a été suivie d'une autre parution pour laquelle justement j'ai reçu l'autrice en librairie il y a quelques mois. C'est celle d'un livre de cuisine aux éditions Marabout qui s'appuie sur des recettes de sa famille, et entre les recettes sont intercalées des photos des femmes de sa famille, des anecdotes autour des recettes, et au-delà d'un livre de cuisine, c'est donc un livre qui est vraiment témoin d'une partie infime de l'histoire du Vietnam, témoin de l'histoire d'une famille et témoin de comment la cuisine crée des liens dans une famille. La première chose qui m'a frappé en lisant puis en écoutant Kim Thuy lors de rencontres, c'est les liens très forts qu'il y a entre la linguistique et son écriture et son œuvre. Ça paraît un peu barbare dit comme ça, mais ça a l'air très intéressant, comme elle a été interprète et traductrice, la vision qu'elle a des langues. Et en fait, de manière générale, je crois que les langues asiatiques sont vraiment construites sur des images. Pour vous donner un exemple, elle nous a raconté lors d'une rencontre que le terme aimer, si je ne m'abuse, en vietnamien est en fait composé de 3 symboles, enfin de trois caractères qui veulent dire main, pied et cœur. Parce que quand on aime, on prend son cœur avec sa main et on marche jusqu'à l'être aimé pour le lui donner. Et elle nous a raconté que le vietnamien est vraiment une langue qui est construite sur les images qui sont combinées pour créer d'autres images et donc d'autres mots, alors que la langue française, à contrario, est plutôt une langue créée sur des sons, sur des syllabes, sur des choses phonétiques, et elle a quelque chose de beaucoup plus rationnel. Et je pense clairement que c'est l'une des explications à la sensorialité qui caractérise la langue, l'écriture de Kim Thuy. Le petit s'est touché la tête avec la main. J'avais complètement oublié ce geste que moi-même j'ai fait 1000 fois quand j'étais petite. J'avais oublié que l'amour vient de la tête et non pas du cœur. De tout le corps, seule la tête importe. Peut-être que le geste d'aimer n'est pas universel. Il doit aussi être traduit d'une langue à l'autre. Il doit être appris.
Ce qui me permet de passer à la deuxième chose que j'apprécie tout particulièrement dans l'œuvre de Kim Thuy, en tout cas que j'ai particulièrement remarqué dans Rue et Vie quand je les ai lus il y a quelques mois, c'est la façon qu'elle a de dire l'amour. Mais la simplicité qui semble habiter ses écrits dont je parlais juste avant fait qu'elle a, semble-t-il, en tout cas dans ses livres, un regard sur le monde qui est très lié à cette simplicité justement et qui est très très beau. Et ça fait de certains sentiments comme l'amour un bien extrêmement précieux. Elle est capable de parler avec beaucoup de chaleur de la famille et de l'immense bonheur que c'est d'avoir des enfants, tout en montrant la souffrance qu'il habite à devoir rendre ses enfants heureux, à s'occuper d'eux, à avoir peur pour eux et à vouloir tout sacrifier pour que leur vie se passe au mieux. Mes enfants m'ont donné le pouvoir exclusif de souffler sur une plaie pour faire disparaître la douleur, de comprendre des mots non prononcés, de détenir la vérité universelle, d'être une fée éprise de leurs odeurs. Mais elle est aussi capable de dire avec romantisme, avec poésie, avec drame aussi, et avec un certain talent pour raconter les histoires, la beauté d'une histoire d'amour. Il m'a comparé aux rares fleurs Udumbara, dont les bouddhistes disaient qu'elles n'apparaissaient qu'une fois tous les 3000 ans, alors qu'elles se cachaient en fait par centaines sous la peau de leurs fruits. Parfois elles s'en échappaient pour s'épanouir sur une feuille, sur un grillage, ou dans mon corps tout entier après notre premier baiser. Et la troisième chose qui définit l'œuvre de Kim Thuy, qui est en fait une réunion de plusieurs éléments qu'on retrouve tout au long de ses livres, c'est la nature justement, c'est les lieux, c'est les souvenirs, c'est la cuisine surtout, qui tous ensemble font de l'écriture de Kim Thuy, qui caractérise l'écriture de Kim Thuy par une vraie sensorialité totalement synesthésique. C'est la raison principale de la grande poésie qui vibre dans les écrits de Kim Thuy. Et c'est aussi la preuve qu'une idée que Kim Thuy amène de temps en temps au cours de chapitres, une idée qu'elle semble défendre, une idée que je défends personnellement, une idée dont vous serez sans doute convaincus, c'est que les mots ont un pouvoir et qu'ils peuvent sauver, qu'ils peuvent changer notre regard sur le monde, qu'ils peuvent nous aider à mieux le regarder et à en profiter, mais qu'ils peuvent aussi le transcender. Monsieur Min m'a donné le désir d'écrire. Lui, ce n'était pas le ciel qui l'avait sauvé, c'était l'écriture. Sans l'écriture, il n'aurait pas entendu aujourd'hui la neige fondre, les feuilles pousser et les nuages se promener. Il n'aurait pas non plus vu le cul-de-sac d'une pensée, la dépouille d'une étoile ou la texture d'une virgule. Les soirs où il peignait dans sa cuisine des canards de bois, des outardes, des huards, des malards, en suivant le plan des couleurs qui lui avait été fourni par son employeur, il me récitait les mots de son dictionnaire personnel. Numulaire, gindre, quadriphonie, in extremis, saculine, logarithmique, hémorragie, comme un mantra, comme une marche vers le vide. Et bien sûr, vous l'aurez compris, la quatrième chose qui caractérise l'œuvre de Kim Thuy, c'est l'histoire, l'histoire avec un grand H. Elle traverse toute son œuvre comme une flèche, et c'est à la fois passionnant et en même temps vibrant d'émotion. C'est l'histoire du Vietnam, bien sûr. C'est l'histoire des hommes et des femmes aussi, de manière plus générale, à travers ce qu'elle raconte du voyage, de l'exil, de la guerre et de la paix, de toute son expérience humaine. On oublie souvent l'existence de toutes ces femmes qui ont porté le Vietnam sur leur dos pendant que leurs maris et leurs fils portaient les armes sur le leur. On les oublie parce que sous leur chapeau conique, elles ne regardaient pas le ciel. Ces femmes laissaient leur tristesse grandir dans leur chambre de leur cœur. Elles s'alourdissaient tellement de toutes ces douleurs qu'elles ne pouvaient plus se relever. Très souvent, elles se sont éteintes ainsi sous cette lourdeur, dans le silence. Mais c'est aussi une femme, en tout cas une écrivaine, qui a sur ce monde et sur l'homme une vision profondément optimiste, humaniste. Et c'est sans doute ça qui fait sa chaleur et sa générosité. Je crois que la guerre et la paix sont en fait des amis et qu'elles se moquent de nous. Elles nous traitent en ennemis quand ça leur plaît, comme ça leur convient, sans se soucier de la définition ou du rôle que nous leur donnons. Il ne faut donc peut-être pas se fier à l'apparence de l'une ou de l'autre pour choisir la direction de notre regard. Ma mère me récitait souvent le proverbe « La vie est un combat où la tristesse entraîne la défaite ».
J'ai l'impression d'avoir adopté un ton très particulier pour cette vidéo, mais c'est parce que les œuvres de Kim Thuy m'émeuvent profondément. Pour toutes les qualités que j'ai mentionnées dans la vidéo, pour toute la profondeur et l'émotion de son œuvre, pour les qualités littéraires qui sont indéniables parce que ses livres sont très bien écrits, je pense vraiment que Kim Thuy devrait recevoir ce prix Nobel de la littérature. Je ne sais pas néanmoins si elle le recevra parce qu'il y a quand même en face d'elle deux grands géants que sont Neil Gaiman et Maryse Condé, et je pense que Maryse Condé a toutes ses chances, mais je crois fort en Kim Thuy et en ses œuvres. On se retrouve demain sur les réseaux sociaux ou ici en commentaire pour échanger à propos des résultats. J'espère vraiment que ce sera Kim Thuy. J'espère aussi que vous faites de belles lectures et surtout, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde.